Voilà, alors maintenant nous allons parler de la situation en Martinique. Je pense qu'il y a beaucoup d'amis de l'étranger, vous qui suivez en Afrique, en Europe, en Amérique latine cette émission, vous devez avoir soif de nouvelles autres que celles qui nous sont servies par les médias occidentaux. Alors, c'est pour cela que nous allons faire un petit rappel de la situation, et description des événements et des perspectives que cela ouvre. Mais permettez-moi, en tout chauvinisme, d'exprimer mon admiration pour le peuple martiniquais, pour notre peuple martiniquais, qui tout au long de son histoire a marqué sa capacité à résister à l'esclavagisation, au colonialisme, aux barbaries les plus atroces, et qui aujourd'hui est dans une situation très difficile et qui semble avoir franchi un pas à travers cet événement. Alors, prenons l'historique. Rien ne supposait qu'on serait arrivé à une telle situation aujourd'hui quand, au mois de juillet, un groupe de militants qui se qualifient de citoyens a décidé de dénoncer la vie chère et de lancer un ultimatum à la grande surface. Le 1er septembre, vous devez baisser les prix des alimentaires, etc. Et petit groupe d'ailleurs qui se fondait sur l'idée que les luttes passées n'avaient pas réussi, 2009 n'avait servi à rien, et donc ils pensaient que leur façon de mener le combat en s'appuyant sur les réseaux sociaux, sur la détermination et le courage serait plus vite garantie de succès. D'ailleurs, au départ, ils disaient, nous ne voulons pas que les syndicats, les politiques viennent, nous allons mener le combat. Sauf que la réalité a vite rattrapé le combat, puisque quand l'heure de l'ultimatum est venue et qu'il a fallu rentrer sur le terrain, ils ont pris des initiatives très intéressantes qui peuvent nous donner des idées. Par exemple, entrer dans des supermarchés, remplir les caddies, aller à la caisse, faire comptabiliser, et puis dire c'est trop cher, je ne prends pas. C'est une forme pacifique, c'est une forme innovante, et effectivement, on peut dire que ça a commencé à inquiéter un certain nombre de personnes. Mais ça ne suffisait pas, et c'est là qu'ils ont décidé de faire des barrages pacifiques devant les grandes surfaces, devant un certain nombre de grandes surfaces, et pour dénoncer la vie chère, exiger que les revendications soient prises en compte. Donc c'est comme cela que ça a démarré. On connaît la tactique du gouvernement français de jouer sur l'épuisement, de faire des pressions. Là, il n'y a pas eu d'affrontement dès le départ, comme on l'avait constaté au moment où les militants s'étaient révoltés contre l'impunité des grands propriétaires qui avaient empoisonné 92% de notre peuple aux pesticides et qui sont les mêmes qui possèdent les grandes surfaces, les assurances, les banques, tout. C'est la caste dominante, descendante des maîtres esclavagistes béquets, qui possèdent l'économie martiniquaise en grande partie. Ce qui est aux Français, c'est aux Français, mais ils travaillent en collaboration, en coopération pour maintenir leurs intérêts réciproques. Donc, il n'y avait pas eu ce temps d'attente, de latence, quand les jeunes sont allés devant les supermarchés exiger que les coupables soient punis. Il y a eu répression violente, barbare, gazage, nassage, et évidemment qui se sont poursuivis par des affrontements. Et puis il y a eu la cascade des procès, des militants pris au hasard, etc. Donc qui a détourné la lutte des militants qui passaient le clair de leur temps devant les tribunaux, procédure, appel, annulation, etc. Et tout dernièrement encore, il y avait eu un dernier procès des 7 d'Océanis. Donc, ça fait 5 ans que ce cinéma-là dure, où la procédure avait déjà été annulée, mais que le procureur français a remis sur la table
pour pouvoir essayer d'écraser ces gens qui avaient essayé de résister. Nous ne pensons pas qu'ils y parviendront, il y a eu trop de malfaçon dans ce procès, mais j'en parle pour dire, voilà ce qui a été fait après les mobilisations contre les criminels qui avaient empoisonné notre peuple. Cette fois-là, au départ, il n'y a pas eu d'affrontement direct. Il n'y a pas eu de charge. Au début, c'était ça. Et puis, il y a eu que le peuple martiniquais, qui est dans une souffrance extraordinaire à cause, pas seulement de la hausse des prix. C'est là le plus visible. Chaque jour, il faut aller acheter à manger, tout ça. Mais à cause de toutes sortes de persécutions qu'ils subissent, nous n'avons pas accès aux soins. Quelqu'un a un cancer, il faut attendre des mois pour aller faire une visite. Votre véhicule tombe en panne, il faut attendre des mois pour avoir une pièce préfinancée. Le peuple qui était donc dans une grande souffrance a entendu ce langage porté par des jeunes qui maîtrisent parfaitement la communication. Bravo les gars. Les vidéos, les flyers, tout ça. Et puis, partout. Et le peuple a soutenu et même a participé à certains meetings qui étaient organisés par le AirPrac, qui est, alors le sigle c'est en fait, c'est pour la défense des intérêts caribéens et afro-caribéens. Et donc c'est ça. Je suis désolé, d'ici la fin de l'émission, je vais vérifier. Mais le peuple venait même dans certains meetings qui avaient lieu, et puis non la vie chère, etc. Donc le mouvement a pris d'importance. Rassemblement pour la protection des peuples afro et des ressources afro-caribéennes. Voilà. Merci Thierry. Et donc, les gens ont commencé à se mobiliser. Mais en même temps, comme cela ne débouchait pas sur des négociations, sur il y avait des espaces qui permettaient de discuter des revendications, le AirPac s'est vu soutenu par des syndicats qui sont montés au créneau. On a eu des routiers qui ont fait une opération escargot, Moloko, on dit chez nous. On a vu les dockers annoncer qu'ils allaient arrêter le travail. Donc on a vu un certain nombre de corps de métier et on a vu se constituer un rassemblement de certaines centrales syndicales et de petits groupes pour dire, bon, nous soutenons ce combat-là. Donc la chose a commencé à prendre de l'ampleur et les Français ont décidé qu'il fallait arrêter cette dynamique-là. C'est de là qu'on annonce la venue de la CRS 8, compagnie d'élite de la répression des mouvements populaires françaises, sur le territoire martiniquais. Le gouvernement français ne connaît pas la psychologie du peuple martiniquais. Ce sont des symboles qui déclenchent les choses. La CRS revient ici. Mais la CRS était interdite de territoire en Martinique depuis 1959. Et pourquoi? Parce qu'en décembre 1959, il y a eu des émeutes contre le racisme, contre des CRS qui battaient les gens, y compris les militaires. Bon, pour les étrangers, permettez-moi une petite parenthèse. Les événements de décembre 1959 ont commencé par un banal accident entre un Français et un Martiniquais. Ça se passe en face de l'hôtel de l'Europe où se réunissaient ce qu'on appelle les pieds noirs, les fonctionnaires venus d'Algérie, etc., etc. Donc, les deux bonhommes se mettent d'accord, il y a un petit attroupement de gens qui regardent, les deux protagonistes se mettent d'accord et vont boire un pot. Sauf que un bonhomme qui était à l'hôtel en face téléphone au CRS, il y a des nègres qui vont agresser un blanc. Les CRS descendent, sans sommation, sans rien, ils commencent à matraquer femmes, enfants, jeunes. Des militaires martiniquais en tenue manche, ils vont les massacrer, c'est des nègres.
Alors, ça a déclenché 3 jours d'émeutes. Et au cours de ces 3 jours d'émeutes-là, il y a eu 3 jeunes qui ont été tués. Donc, les révoltes étaient tellement puissantes, nous étions dans la période de la révolution cubaine, des graffitis sur les murs, vive Castro, vive la révolution. Le gouvernement français, paniqué, convoque une réunion au Conseil général de l'époque, avec l'Église, les partis politiques de tous bords, les socioprofessionnels, la préfecture, etc., pour dire, il faut arrêter ça. Et il signe un accord qui prévoit une certaine autonomie pour la Martinique, qui annonce que les CRS sont exclus et n'auront plus le droit de venir en Martinique, et des mesures pour baisser les prix, lutter contre la vie chère, 1959, lutter contre la... et puis donner du travail aux jeunes. Donc les choses se calment. Sauf que la mise en pratique de ces décisions du gouvernement français, et attirons l'attention sur les combattants d'aujourd'hui, sur les signatures d'accords, ça s'est traduit par quoi? Donner du travail aux jeunes Martiniquais. On a créé le Bumidom et puis on a envoyé toute la jeunesse en France travailler dans les hôpitaux pour nettoyer, comme servante, au tri postal pour envoyer les sacs. Il n'y avait pas encore les chaînes. Voilà la vie. Et puis on a créé le RSMA, qui est un régiment militaire adapté qui forme des jeunes pour le travail. Mais on les envoyait se former en Guyane, on les voyait, et puis l'autre bord. D'où la dépopulation de Martinique qui est aujourd'hui dite la plus vieille des départements français. Mais je ferme la parenthèse parce que j'en profite pour faire nos amis étrangers connaître l'histoire de notre Martiniquais. Mais l'important dans l'affaire là, c'est que à ce moment-là, depuis 1959, on interdit aux CRS de venir en Martinique. Alors bien sûr, on envoie des gardes mobiles, on envoie des légionnaires, on envoie la gendarmerie traditionnelle, etc. Mais symboliquement, c'est une victoire pour le peuple martiniquais. Parce que ces gens-là étaient ouvertement racistes. Quand le gouvernement français dit « Aujourd'hui, nous envoyons la CRS 8 en Martinique », la question de la vie chère a été gommée dans l'esprit de beaucoup de gens. Pas gommée, est devenue secondaire dans l'esprit de beaucoup de gens. C'est la lutte contre la répression armée française, de tous les milieux. Il ne faut pas que les CRS. Première erreur des Français. Deuxième erreur des Français, c'est que quand ils envoient les CRS sur les barrages, les principaux barrages, la première nuit, les CRS tombent sur une réalité qu'ils n'attendaient pas. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à voir des gens excités, qui voient des rochers. Au moins les 2 premiers jours, dans 3 cas d'intervention, des jeunes, dont des artistes, vont devant eux et puis dénoncent le colonialisme français. En Kanaki, ceci, vous avez fait ceci, dans l'histoire vous avez fait ceci, vous n'allez pas faire. Et puis donner des arguments économiques. Il y a beaucoup de CRS qui ne comprenaient pas, qui ont été paniqués. Et ces vidéos-là circulent, donnant confiance aux gens. Donc les barrages commencent à s'installer, mais barrages plus ou moins pacifiques. Sauf que nous arrivons au Carbet, où il y a un barrage. Alors, pour que les gens comprennent bien, le Carbet, c'est une petite commune pacifique du Nord Caraïbe, en allant vers Saint-Pierre, juste un peu avant Saint-Pierre. Il y avait des barrages dans pratiquement 60% des communes, du nord au sud. Et que quand les gendarmes arrivaient, ils ne pouvaient pas rentrer, ils faisaient demi-tour. Et on arrive au Carbet, un barrage tout à fait gentillet, avec des mamies, des enfants, des jeunes, qui parlent gentiment. Et les CRS qui arrivent. Monsieur le maire Écanville, dites-le dans vos pays, pour qu'on sache que ce qu'on nous présente là,
des violences, des pillards. Ce n'est pas le principal dans notre pays. Monsieur le maire Ecanville arrive, parle à ses administrés, parle aux gendarmes, il n'y aura pas de problème, on arrive, oui, oui, oui. Les vidéos existent et le prouvent. Oui, bon, on va arrêter, on reste un moment, bon, laisse passer, etc. Et puis, brutalement, sans sommation, la ligne CRS qui était là sort des bombes à gaz, et puis on voit sur le visage du maire et de toute la première ligne des civils qui sont là. Ça, c'est la réalité. Donc, il faut dénoncer le préfet et le gouvernement français. C'est lui qui est totalement responsable des débordements qui vont suivre. Ils ne connaissent pas, c'est la deuxième erreur, ils ne connaissent pas la mentalité du peuple martiniquais. Femmes, enfants, jeunes, vieillards, ils n'ont pas qu'à prendre l'injustice. Donc évidemment, le barrage a dégénéré. Entre-temps, il y avait une manifestation en ville de soutien, une petite marche pacifique. Le message arrive. Bon, il faut qu'on monte Carbet. Et c'est là que les barrages ont changé de nature et qui sont devenus intransigeants. Qui dit barrage dit militants, gens convaincus, et puis dit arrivée de gens qui ne sont pas formés politiquement, qui sont révoltés, qui sont ragés, qui sont parfois alcoolisés. Il n'y a pas de leader qui canalise, sauf peut-être dans un barrage modèle. Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, aux 3 îlets, bien organisés, avec des gens qui font le repas, des personnes. Bon, on laisse les voitures passer par vagues successives, on fait des contrôles, mignon, comme dirait l'autre. Mais politique. Mais globalement, dans les autres barrages, toute cette jeunesse méprisée, insultée, exploitée, déroutée intellectuellement par tous les crimes sociaux qu'ils subissent quotidiennement, eh bien, ils vont sur les barrages et ils se vengent de la société. Nous refusons absolument le chantage qui est fait par certains politiques cravatés, par certaines personnes de la petite bourgeoisie. Je suis d'accord sur la cause, la vie chère, mais je suis pas d'accord avec les méthodes des voyous, etc. Il ne faut pas faire de morale dans cette affaire-là. Il faut faire de l'analyse sociologique. Vous avez des gens qui sont rejetés de l'école. Vous avez des gens qui ont des diplômes Bac+4 et puis qui ont des CDD sous-payés dans les supermarchés ou ailleurs et puis qui entendent que les CRS foncent et puis qu'il y a une possibilité d'affronter le système. Vous leur avez appris à ne pas faire de politique. Vous leur avez appris à ne pas lire, à ne pas s'informer, à se contenter de clips violents. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Nous devons nous interdire de faire des jugements moraux sur cette affaire-là. Nous devons faire des analyses sociologiques. C'est ça. Nous ne sommes pas des bisounours. Nous savons qu'il y a des gangs, des délinquants qui viennent s'infiltrer dans les barrages, qui ont des comportements inacceptables. Je prends un exemple. Oui ou non? Je prends un exemple d'un dirigeant du collectif des ouvriers agricoles empoisonné par les pesticides, qui revient d'une réunion de travail avec des mouvements sociaux à Paris, qui rentre chez lui, qui arrive, qui est arrêté par un barrage, et il parle avec l'un des gars qui est là. Et puis le type frappe violemment la vitre du militant qui revient d'un combat contre le chlordécone et qui rentre chez lui, qui refuse s'écouter. Et il dit, c'est nous qui prenons le pays à Robia. On prend un pays pour quoi faire? Qui va diriger le pays? Je fais cette parenthèse-là pour dire qu'il y a une minorité, je dis bien une minorité sur les barrages, de gens qui sont inconscients, mais qui sont aussi téléguidés par des gangs qui profitent pour aller faire des pillages. Des incendies,
des incendies de petites boutiques. Je témoigne qu'au lors des barrages de novembre 2023, je témoigne qu'il y a un bonhomme de la rue qui est venu me dire il y a nous 700 € pour nous aller brûler dans les petits commerces. Et monter à des types là qui brûlaient la poste Godissao et puis un petit magasin qui était à côté. Il y a nous 700 € pour discréditer le mouvement. Les dominants ont toujours fait ça. Les dominants ont toujours fait ça. Combien a-t-on donné à certains pour pouvoir aller saccager et piller? Ces certains-là ont pu entraîner des jeunes excités, avidés, inconscients du crime qu'ils commettaient. Mais il y a des gens conscients qui travaillent pour des délinquants qui profitent. Alors, est-ce qu'il ne faut pas lutter parce qu'il y a ça? Il faut lutter. Et puis, il faut expliquer. Il faut, sur les barrages, avoir des gens qui travaillent, qui éditent, il faut qu'ils disciplinent, etc. Mais barrage, tout partout, pour bloquer les frontières. Travail pour empêcher les débordements. Autrement, nous pas qu'à y gagner. Il faut avoir le courage de dire ça. Et il nous faut avoir le courage de lutter contre ces minorités-là parce que ce sont les prémices des gangs qui sévissent en Haïti. Pas de politique, pas d'état d'âme. Nous avons viennent, nous avons les malheureux. Parce que ces gens-là n'ont pas d'humanité. Et si on ne mène pas un combat, et puis si on ne fait pas un travail pour que la revendication soit sous de bons rails, aboutisse, eh bien, on va vers une situation où les gangs seront de plus en plus puissants. Cela qui nous amène au dernier point, à savoir que oui, il faut lutter, oui, il faut des barrages, oui, il faut des blocages. Oui, mais il faut avoir une vision claire de ce qu'on fait. Les négociations qui ont lieu avec un préfet qui a un sourire comme ça, ouais, mais c'est pas nous, les Français, le gouvernement, ben, on va dire au gouvernement, je crois pas ça vaut un budget, mais on va dire au gouvernement. Les représentants de la grande surface, on ne peut pas faire plus, oui, etc. Mais qui ont déjà dit, ils peuvent piller. Ils se foutent que l'accord soit signé ou pas. On peut mettre n'importe quoi dans un accord, comme on l'a dit en décembre 59. Et on peut profiter dans l'accord pour attaquer l'octroi de mer sans que l'État ne le rembourse. Les petits agriculteurs. L'octroi de mer sert aux communes. Je lui dis, j'ai fait un sacrifice, je baisse sous l'octroi de mer. Mais oui, mais l'État français ne donne pas sa part, les collectivités seront encore plus endettées. C'est un outil fiscal, c'est la TVA, c'est les taxes foncières étatiques, c'est les surcoûts, etc., qu'il faut combattre. C'est le changement de système même. Chers amis, camarades, combattants des barrages, supposez qu'on baisse les prix de, disons, 3000 produits alimentaires dans les grandes surfaces. Réfléchis, est-ce que l'homme a dit ça? C'est parce que manque de pouvoir, parce que m'a parlé, ou bien m'a les discrédité, courage. Non. C'est la réflexion qu'il faut avoir. Supposez qu'on baisse 2000 produits agricoles et alimentaires dans les grandes surfaces. Est-ce que le problème de la vie chère sera réglé? Est-ce que les problèmes économiques martiniquais seront réglés? Non. Pourquoi? Parce que la casse possède tout. Elle va baisser sur les prix, elle va licencier quelques caissières, mettre des caisses automatiques, elle va commander des produits de moins bonne qualité, comme on l'a fait en 2009, pour afficher des prix plus bas, et puis elle va se rattraper sur le reste, les assurances, les pièces automobiles, les tout. Les petits agriculteurs de Martinique. Alors, ils vont me suivre. Vous êtes dans une grande surface, monsieur le Béquet,
vous êtes obligé de baisser les prix alimentaires. Dans les prix alimentaires, il y a les portées, carottes, etc., etc., mais il y a les produits des agriculteurs martiniquais. Laitue, carottes, concombres, etc., avocats martiniquais, qui sont sous-payés. Allez demander aux agriculteurs le concombre ou l'aubergine qu'ils livrent à la grande surface, c'est affiché, ils ont 1,60 €. Combien on lui donne? 40 centimes. 40 centimes. Monsieur va baisser le prix du concombre aujourd'hui là. Qu'est-ce qu'il va dire aux petits agriculteurs? Ah, les hommes, moi je suis baissé, donc on va baisser un euro aussi. Faillite des jeunes agriculteurs. Quand on parle de revendications, il faut connaître les mécanismes économiques du pays. Si on ne connaît pas ça et puis on fait des revendications globales, ce qu'on croit bien faire a des effets négatifs sur ce qu'on prétend descendre. Donc il faut réfléchir et dire qu'en réalité, les revendications que nous devons défendre ne doivent pas être résumées sur un slogan « baisser vie chère », sans que nous en mesurions toutes les connaissances et pour voir sur quel levier il nous faut agir. Par exemple, il nous faut un levier pour qu'en Martinique, nous ayons une fiscalité dépendante de la collectivité martiniquaise. Mais c'est là. Par exemple, il nous faut avoir la possibilité de décider si l'Europe donne des POSEI, etc. Ce n'est pas aux Européens de nous dire qu'est-ce qu'on doit planter, à quel prix, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Vous nous avez volé, vous nous avez pillé, vous nous avez colonisé, vous nous pillez encore. Ce que vous donnez, c'est une petite partie de ce que vous nous expurgez, vous nous pillez. Au moins. Dans le cadre de réparation. Au moins, dans le cadre des réparations, nous décidons que les fonds attribués par l'Europe seront affectés suivant décision de plan de développement d'économie alternative, etc. Parce que, définitivement, aucun accord ne va changer la politique de l'Europe ou du gouvernement français. Aucun. La seule chose qui va changer le pouvoir, la politique, c'est que nous ayons le pouvoir de décider. Alors, si vous voulez me dire, on va demander aux Français de baisser les prix, et puis que vous me dites, ne luttez pas pour la souveraineté. Je ne vais pas faire de politique. Je ne veux pas que les syndicats se mêlent dans mon combat. Dans 10 ans, ce que vous dites des combattants de 2009, les jeunes vont dire, c'est Bougla, c'est pas ça que je te dis non. Je répète, ce sera ma conclusion. Je ne dis pas ça pour enlever la valeur du travail qui est fait là. Le courage de ceux qui sont là. Non, il faut respecter ça. La preuve, c'est que ça a déclenché une dynamique internationale qui sert notre peuple. Je dis ça pour dire, Mabaye, c'est 4 yeux qui ont plus bien qui désirent. C'est coller tête, coller les épaules. Arrêtons avec le messianisme, c'est moi qui gère, etc. C'est les peuples qui doivent mener le combat. C'est les peuples qui doivent discuter, voir les intérêts des uns des autres, faire des compromis, etc. Et ce ne sont pas des négociations avec l'État français ou même des élus de bonne foi qui n'ont pas les moyens et les compétences de prendre des décisions, mais de dire, monsieur, mets un petit peu, si tu ne mets pas, je peux. Non, c'est la lutte du peuple martiniquais. Merci au combat que vous avez lancé, déclenché. Mais peuple martiniquais, bravo pour ce que nous sommes et ce que nous faisons aujourd'hui. Profitons de les pactes internationaux. Profitons des difficultés de l'État français avec son gouvernement et palaya pour nous organiser, pour mettre en œuvre les dynamiques de production alternative, de coopération, de circuits courts, d'échanges, et puis surtout pour nous réconcilier. Arrêtez de faire quelqu'un inutile. Arrêtez de rêver de politique, je suis élu, donc je vais faire. Non. Organisons-nous pour organiser notre vie et combattre le colonialisme français. Joyeusement. Et, comme tu dis, dans une révolution joyeuse. Merci de votre attention. Dans quelques instants, je vous demande de rester sur Internet si vous êtes avec nous, parce que nous aurons
une émission justement spéciale avec Jean Abol et Yvon Sérénus, dans laquelle nous allons donner la parole au public et détailler des points de vue sur la situation en Martinique. Merci et nous entendons notre jingle favori, camarades.